installé, monsieur le Premier ministre? Très bien installé. Pourquoi vous n'avez pas pris le volant? Parce qu'on ne l'a pas proposé encore. On m'a pas proposé le volant. Il y a des phrases du Premier ministre qui sonnent comme des sous-entendus. Mais que veut-il nous dire lors de ces allusions dont il est coutumier? Quels sont les ingrédients de son style assez mystérieux? Et comment le Premier ministre sculpte son image, lui que l'on compare toujours et que l'on décrit toujours comme le négatif de Nicolas Sarkozy? Aujourd'hui donc c'est François Fillon tout seul que nous déshabillons en tout bien, tout honneur avec 5 invités. Serge Effez, psychanalyste, observateur averti de la vie politique et spécialiste aussi des relations de couple. Alors je signale cet ouvrage, Scène de la vie conjugale, qui sort le 10 octobre. On va commencer cette semaine-là avec vous par décrire un épisode de la vie conjugale entre François Fillon et Nicolas Sarkozy. Marc Abélès, anthropologue de la vie politique et professeur à l'EHESS. Brice Teinturier, directeur général délégué de l'Institut Ipsos, pour décoder ce qui semble faire, on va dire, le succès du style Fillon. Un style qui joue peu, mais un peu quand même sur les aspects plus personnels. On verra ça tout à l'heure avec Elisabeth Chavelet de Paris Match. Mais tout de suite, on commence avec vous, Denis Bertrand, sémiologue à Paris 8, par essayer d'analyser ces fameux sous-entendus du style de François Fillon. Alors cet exercice est particulièrement complexe depuis que le Premier ministre a décidé de prendre ses distances. Ça a commencé cet été, à la fin de l'été, lorsqu'il a mis en garde, je cite, contre l'instrumentalisation de part et d'autre de l'immigration. Et dès le lendemain, il en mettait une couche sur France Inter. On écoute attentivement. Il ne faut pas stigmatiser la communauté des Roms, il ne faut pas instrumentaliser la question de l'immigration, mais en même temps il faut la traiter. Mais tous ceux qui s'en servent pour des motifs politiques. Y compris c'est une dans votre réalité. Il y a eu dans mon camp un certain nombre de propos que je n'ai pas acceptés durant l'été, parce que je pense qu'il n'y a pas de surenchère nécessaire dans ce domaine. Et ce qu'il faut, c'est traiter le sujet. Alors, il ne faut pas le cacher non plus. Alors cette surenchère dont vous ne nommez pas les auteurs, ils sont quoi? Vous l'avez fait à ma place pendant tout l'été. Ministre de ministre. J'ai dit tout à l'heure que cette politique était pratiquée. Problème davantage que les actes. Les mots et peut-être aussi la façon dont cette politique a été présentée par certains. Alors le petit sourire a été présenté par certains, vous l'avez dit tout l'été. Bon, l'impression qu'on a, Denis Bertrand, c'est qu'il y a quand même un langage codé chez François Fillon. Alors on vous demande pas de lire dans ses pensées, mais comment vous qualifiez cette attitude qu'il a? Alors on a l'impression qu'il nous envoie quantité de sous-entendus. Oui, c'est un langage très difficile, comme vous le disiez, à analyser, parce qu'il repose en partie sur des éléments qu'on appelle les éléments de langage. Il se fonde sur le vocabulaire admis, ne pas stigmatiser. Oui, qu'on a entendu partout. Qu'on a entendu partout. Donc il repose sur les éléments les plus stables, et en même temps il les détourne. Alors la grande caractéristique à mes yeux, c'est celle du juste milieu. C'est-à-dire le ni-ni. Ou d'être ni dans l'excès de ce côté-ci, ni dans l'excès de ce côté-là. Donc trouver cette espèce là, de lieu. Qu'il essaye d'être dans un juste milieu. Oui, tout à fait. Oui, parce que quand on lui demande s'il y a eu des surenchères dans son propre camp, il ne le nie pas. Non. Et donc il dit, il est dans le ni ceci ni cela. Il n'est pas dans le et. Il est dans le ni-ni. Ça me paraît très important comme position pour son discours. C'est vrai qu'il y a on a l'impression qu'il y a un petit jeu. Alors Denis Bertrand disait un petit peu le ni-ni, et puis surtout il laisse dire les choses aux autres. Il ironise. Brice Teinturier, qu'est-ce que vous pensez là de ce, parce que c'est quand même quelque chose d'assez, c'est monté en puissance. Il a toujours fait des sous-entendus, mais alors là ça se multiplie en ce moment. Il est sous contrainte au moment où il dit ça. Je crois qu'il est sous une double contrainte. À la fois, il veut affirmer des choses, se démarquer, faire passer une autre petite musique et un autre sens que ce qui a été dit et fait cet été. Et en même temps, il ne peut pas désavouer ni le président de la République, ni même certains de ses ministres. Parce que là, quand il dit la manière dont ça a été présenté par certains, on entend Nicolas Sarkozy ou alors Brice Hortefeux. Donc je crois qu'il est dans un registre allusif, ce qui le caractérise aussi au-delà de ce que vous avez indiqué sur effectivement la mesure, c'est il y a des allusions qui demandent à être ensuite explicitées par d'autres, parce que lui ne peut pas les expliciter, mais ça fait passer le message. Et en même temps, il reste à l'intérieur d'un système qui doit être contrôlé. Moi, il me fait l'effet ici de quelqu'un qui est dans le contrôle, qui essaye de contrôler chaque mot
pour pousser ces deux leviers, à la fois dire quelque chose qu'il a envie de dire manifestement, et puis rester dans le cadre institutionnel et des relations avec Nicolas Sarkozy qui imposent de ne pas aller trop loin. D'accord. Serge Effès, juste un petit mot sur quand on en est comme ça à faire des sous-entendus en permanence, à votre avis, qu'est-ce qu'on cherche? Parce que là, il est déjà, c'est fin août, hein, donc peut-être déjà dans une certaine dynamique vis-à-vis Nicolas Sarkozy. Oui. Qu'est-ce qu'il peut chercher en faisant ça? Il a des intentions, c'est évident, et c'est même, ça nous soulage de savoir qu'il a des intentions. Ça peut être aussi de pousser l'autre à bout, l'intention. Oui, mais précisément, mais tout à fait, mais à partir d'un point d'équilibre, et ça je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est-à-dire le discours de Fillon, c'est je suis équilibré. Contrairement à d'autres, mais ça il ne le dit pas, qui montrent de façon persistante un certain déséquilibre par rapport à leur personnalité, et pas seulement par rapport à leur politique, moi je suis toujours au point juste, au point médian, au point moyen, et à tel point d'ailleurs que on se demande un petit peu qu'est-ce qui l'anime, cet homme. C'est-à-dire que, alors, de mon point de vue, aujourd'hui, où la vie privée, disons, intéresse quasiment autant que la vie publique chez les hommes politiques, il y a une interrogation qui est, mais qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qui le fait jouir, on pourrait dire? On a un président qui a étalé sa jouissance pendant des années, et lui, il est tellement mesuré, tellement équilibré qu'on se dit, où est son plaisir? Eh bien, c'est justement là. Il est en train de le montrer. Eh bien oui, c'est les petits sous-entendus où il place très tranquillement, très sereinement, ses pions pour pouvoir avancer. Et on voit qu'il a une ambition qui n'est pas des moindres, et qui, au fond, nous rassure pour un homme politique, parce que sinon on serait un peu dans la normopathie, hein, d'une certaine façon. Okay, donc c'est rassurant. Et alors c'est rassurant, puis il y a aussi autre chose, donc il y a les petits sous-entendus, et puis il y a aussi souvent l'emploi de mots tabous, de mots qui fâchent. Alors c'était vrai déjà il y a quelques mois, et particulièrement cet été, exemple avec un mot que Nicolas Sarkozy décrète comme un mot tabou. Le mot rigueur est connoté en France. Ce qui ne me fait pas peur, c'est le mot rigoureux, M. Pujadas. Le mot rigueur, ça veut dire baisser les salaires, je ne le ferai pas. Augmenter les impôts, je ne le ferai pas. Alors, c'est dit, le 12 juillet, le mot rigueur est tabou et François Fillon est au Japon, on regarde. Dans tous les budgets de l'État, le seul qui n'est pas soumis à la rigueur, c'est le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. Voilà, alors ça c'est pour tabou. Et puis alors aussi, quelques mois plus tôt, le président avait un certain regard sur la baisse du chômage. On le regarde. Le chômage a doublé aux États-Unis, doublé en Espagne, augmenté de 60% au Royaume-Uni. Il n'y a qu'un seul pays qui a fait mieux que nous en la matière, c'est l'Allemagne. Mais nous, on a quand même pris 450 000 chômeurs de plus. C'est en train de se retourner. Je vous le dis, je crois à la politique économique que nous mettons en œuvre. Je sais que dans les semaines et les mois qui viennent, vous verrez reculer le chômage dans notre pays. Alors le chômage va baisser, nous dit le président, mais ce n'est pas vraiment ce que nous dit le Premier ministre pile un mois plus tard. On vient de sortir de la récession. On voit qu'autour de nous, le chômage augmente encore très fortement. Aux États-Unis, aujourd'hui même, les chiffres sont très mauvais dans la plupart des autres pays européens. Donc on va sortir de la récession de manière progressive. Ça veut dire qu'au moins jusqu'à la mi-2010, on va voir le chômage augmenter. Alors Serge Effès, vous disiez finalement, il prend ses distances, puis c'est là que quelque part il nous rassure hein, sur ses ambitions. Est-ce que vous avez l'impression que finalement c'est ce qu'il faisait d'une manière un petit peu différente depuis des mois, en employant les mots tabous, en regardant la réalité d'une manière différente que le président? Vous avez l'impression que c'est toujours la même chose? Parce qu'il le fait depuis le début, depuis le premier jour où il a été là. Si on pourrait redécrypter tous ses discours, à chaque moment il y a quelque chose qu'il dit de façon quasiment infraverbale pour signifier que il est lui-même, qu'il est dans son projet, qu'il n'est pas le président, et qu'en même temps, il est fidèle et qu'il le soutient. C'est ces deux pôles, celui de la fidélité absolue à tout craint et en même temps celui de l'ambition personnelle et de quelqu'un qui continue son trajet, qui est particulièrement intéressant chez lui parce qu'il trouve toujours l'équilibre entre ces deux versants. En même temps, il y a autre chose aussi, c'est qu'on peut avoir l'impression, Marc Abélès, qu'il y a aussi peut-être tout simplement deux regards sur une même réalité. Moi, quand je regardais ces extraits, on s'est dit, enfin, il y a peut-être le côté un peu, il y a le clown gay et le clown triste, il y a l'optimiste et il y a le pessimiste. Il y a peut-être ça aussi, non, entre les deux? Le verre à moitié plein. Voilà, le verre à moitié vide. Alors, je ne sais pas ce que ça dit sur les relations de couple, mais bon, ils ne voient pas les choses pareilles, on a l'impression aussi. Je crois qu'ils ne mettent pas tout à fait la même chose derrière les mots et dans le rapport des mots au réel. Et dans l'extrait que vous avez passé, c'est très symptomatique.
quelque part, les deux disent la même chose. On va sortir de la crise. Mais il y en a un qui ajoute, et donc dès demain, le chômage va baisser, et l'autre qui dit, ça mettra des mois, ça mettra du temps. Mais le début de sa phrase était quand même... Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'on l'a pris justement dans la durée, parce qu'on voit bien que ça commence pareil. Il me semble dans le rapport au réel et dans le poids des mots, il y en a un qui anticipe sur le réel et qui fait un réel qui est beaucoup plus mesuré, effectivement, prudent, nuancé, mais qui accorde peut-être une importance beaucoup plus forte aux mots et leur signification profonde, et qui ne veut jamais être pris en défaut d'eux. Alors, il me semble, il est vrai qu'on peut traquer cela dès le départ. Je crois quand même qu'il y a une gradation, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'autonomie marquée. Alors, une gradation, nous dites-vous, ça y est, François Fillon nous montre de plus en plus qu'il n'est pas le même que le président. Vous faites allusion, je pense, à un récent extrait où François Fillon se démarque effectivement du président Nicolas Sarkozy en expliquant que celui-ci n'est pas son mentor. On réécoute l'extrait. J'ai décidé, j'ai accepté, j'ai choisi de le soutenir et de faire alliance avec lui parce qu'il m'a semblé que c'était le meilleur candidat pour gagner les élections présidentielles. Je pense que je ne me suis d'ailleurs pas trompé. Donc Nicolas Sarkozy n'a jamais été mon mentor. J'ai fait alliance avec lui, j'ai choisi de l'aider à être président de la République et je m'en félicite tous les jours. Alors cet extrait a été énormément commenté, on y a vu un signe de l'émancipation de François Fillon. En même temps, comme toujours, quand les couples vont mal, on a envie d'aller chercher les photos de mariage, les photos du début de la relation. Alors c'est ce qu'on a fait grâce à Lina. On a retrouvé un extrait de 2004. C'est le moment où François Fillon est encore ministre du gouvernement Raffarin, où il vient de rejoindre Nicolas Sarkozy, candidat donc sur le point de prendre la tête de l'UMP. Et les deux participent à un meeting commun à Bourges. On est en octobre 2004. Écoutez ce que dit François Fillon. Nicolas Sarkozy, toujours dans le geste, et François Fillon, toujours aussi british, sur une même scène. Ça vous exalte, le député Yves Promion. Et c'est le cadeau qu'il vous offre. Merci, merci à tous les deux. Prenez ces mains qui se tendent vers vous, parce que c'est le gaz. François, le gaulliste social, et Nicolas, le libéral pragmatique, se sont rapprochés pour cause de conquête à l'UMP. Entre les deux, l'âge de guerre est enterré. Et nous nous sommes même parfois heurtés sans indulgence. Pour tout dire, lui c'est Nicolas et moi c'est François. Mais je veux vous dire qu'il est rassurant de voir que le futur président de l'UMP ne s'entoure pas de sosies et d'obligés. Voilà, lui c'est Nicolas, moi c'est François. Alors Brice Teinturier, vous dites finalement, il s'émancipe, il prend ses distances, le mot sur le mentor. Mais là on voit bien que finalement c'est ce qu'il a toujours dit, non ? Il a toujours été lui c'est lui, moi c'est moi, pas de cosy. Je crois que malgré tout, il y a une différence entre déclarer lui c'est lui et moi c'est moi. Laurent Fabius l'avait fait et là on a à nouveau ce jeu. Et déclarer je ne suis pas son mentor. Nicolas Sarkozy n'a jamais été mon mentor. Non, vous allez encore plus loin là. Mais parce que quand on dit lui c'est lui, moi c'est moi, on affirme simplement une égalité ou une identité, c'est presque tautologique de dire ça. Quand on dit du président de la République, qu'on réaffirme avec force, il n'a jamais été mon mentor, j'ai décidé de faire alliance avec lui, on pose sa stature d'une autre manière que simplement en donnant une tautologie d'existence qui est importante, mais en disant je m'appelle François, il s'appelle Nicolas. Vous êtes d'accord sur la manière d'exprimer les choses ou vous trouvez finalement ça revient à peu près au même? Je pense qu'on est quand même dans un contexte politique général, c'est-à-dire qu'on ne peut pas isoler l'intervention de François Fillon là, récemment de ce qui se passe. C'est-à-dire que François Fillon est de toute façon quasiment congédié par le président. Il est dans une position très étrange puisque depuis juillet, on sait que le gouvernement va complètement changer. Donc il y a que de fortes chances qu'il le soit. On n'est pas scellé. Hein, c'est pas scellé, mais enfin bon, ça ne trompe personne. Et on voit que de plus en plus, au fond, ce sont des paroles qui visent à aménager sa future situation, sa future autonomie et son futur destin, si tant est qu'il en ait un. Moi, je pense que finalement, les choses se font de manière relativement. C'est un personnage assez difficile à saisir en fait, parce que il reste toujours dans une forme qui est une forme assez calme. Il n'y a pas d'éclat de voix. On imagine que derrière tout ça, il y a quand même des choses qui sont en train de se passer que nous, public, citoyen, nous ignorons complètement. Ça, c'est le système de la monarchie républicaine. Hein. Ça, c'est dans le secret des cabinets, à la cour, etc. Donc, je ne sais pas où en est François Fillon. Vous le savez pas plus que moi. Mais ce qui est sûr, c'est que il donne là un signe. C'est lui qui donne un signe. Et c'est peut-être ça aussi, peut-être ce qui me frappe le plus, c'est que c'est lui qui commence à donner des signes qui va finalement partir. Plutôt que
qu'on nous apprenne un jour qu'il est réellement congédié. C'est pour ça que moi je formule un peu cette hypothèse, parce que j'ai quand même le sentiment qu'il prend les devants, comme on dit. C'est intéressant parce que quand il parle du mentor, il dit d'ailleurs, et c'est moi qui ai choisi j'ai choisi de le soutenir, et d'ailleurs je m'en félicite tous les jours, comme si finalement il cherchait un peu à inverser la relation, non, Serge Lefebvre? Tout à fait. Si on prend cette analogie du couple, il nous dit, je suis pas une femme soumise et battue, je suis quelqu'un qui est ma personnalité, et ça n'est pas lui qui doit me dicter ma conduite. Parce que finalement, des couples désassortis, on en connaît beaucoup, hein, où il y en a un qui est plutôt, comme vous dites, baroque, extraverti, voilà, un autre qui est plutôt dans la rigueur, dans la contention, etc. On pense même que c'est une complémentarité très fonctionnelle. Oui, on pouvait penser que ça marchait bien d'ailleurs. À l'intérieur des couples. Mais il y a un moment où ça peut virer à quelque chose pour les observateurs. On se dit, mais c'est un couple sadomasochiste, c'est pas possible. Il y en a un qui est toujours battu et l'autre qui prend toujours. Fillon avait un côté un peu masochiste. On l'a dit de Fillon absolument qu'il était masochiste, alors que justement, tout ce qu'il nous dit, c'est « je ne suis pas du tout dans cette position, je ne suis pas dans une position inférieure, je suis dans une position certes complémentaire. Devant tout le monde, je prône la fidélité absolue, et c'est ce que font en général les couples devant un public, c'est-à-dire que s'ils se disputent à part, ils ne le montrent pas aux autres. Et puis il y a un moment, quand le couple est au bord de la séparation, où là, il y a quelque chose qui se fissure, c'est-à-dire qu'on a le droit, finalement, de dire aux autres quelle est la vérité de ce couple. Et là, effectivement, il commence à le dire. Parce que dire, moi c'est François et lui c'est Nicolas, tous les couples disent ça. On n'est pas pareil, on est dissemblables. Mais dire, ça n'est pas mon mentor, c'est révéler une règle de cette situation. De leur relation, absolument. de ce qui était caché. Je ne suis pas soumis à lui, j'ai mon destin et vous allez voir de quoi je suis capable. Un petit mot, oui. Pour le coup, au départ, la relation était asymétrique. Au départ, il y en a bien un qui est candidat et qui devient président de la République. Et la nomination, le mot est quand même clair, la nomination à la fonction de Premier ministre, François Fillon la doit à Nicolas Sarkozy. Et tout le travail, je crois, c'est un travail de rééquilibrage, effectivement, du couple, où petit à petit, il va essayer de passer d'une relation asymétrique de pouvoir à une relation d'affirmation d'une, si ce n'est égalité de pouvoir, du moins, comme vous le signalez, je suis tout à fait d'accord, il est en train de mettre en scène sa propre sortie, comme si c'était lui qui en définissait les règles du jeu, les conditions et le contenu. Alors, vous avez parlé de cette dynamique dans la relation. Alors, pour voir justement comment ça avait évolué, on a pris un moment emblématique. Ce sont les discours de rentrée de François Fillon lors des universités d'été et des journées parlementaires. On va voir justement comment il parle de sa relation avec le président. Alors, ça commence en 2007. On est quelques jours après que le président parle de François Fillon comme de son collaborateur. Et voilà ce qu'il dit de leur relation. Le tandem entre le président et le Premier ministre est innovant et complice. Le voici pressé par le microcosme de jouer la sempiternelle guerre du pouvoir. Le microcosme s'agite, le peuple se moque de cette comédie. Voilà le divorce entre le passé et l'avenir. N'en déplaise à certains, il y a au sommet de l'État une seule stratégie, une seule politique, une seule dynamique, c'est celle du président de la République. Et je veux dire devant vous que rien ni personne ne détournera le président de son mandat et de ses objectifs. Mais je veux aussi vous dire que rien ni personne ne me détournera de ma fidélité et de mon amitié, et que rien ni personne ne me détournera de mon devoir. Rien ni personne ne me détournera de ma fidélité. Alors là aussi, ça fait un peu langage codé. Mais avant de commenter, je voulais vous montrer un autre extrait. Alors là, pour le coup, on est en coulisses. On est quelques semaines plus tard dans les couloirs d'Europe 1, après qu'on ait demandé à François Fillon pourquoi il n'intervient pas plus souvent. Voilà ce qu'il dit. Il parle de Nicolas Sarkozy. C'est une question que j'aurais laissé. Quelquefois, vous n'avez pas envie d'y aller vous-même. Alors, la réponse, elle est double. C'est-à-dire qu'une fois sur deux, j'ai envie d'y aller moi-même, mais c'est trop tard. Oui, il est parti déjà. Ce qui était le cas des pêcheurs, là, c'est l'autre. Et puis souvent, le problème, c'est qu'il ne veut pas. Alors ça a l'air un petit peu moins rose côté coulisses que côté scène, et pourtant pendant plusieurs mois encore François Fillon soutiendra mordicus que tout va bien. On le regarde par exemple, là on est en 2009 lors des universités d'été, en plein débat sur la taxe carbone, où l'on dit que les négociations se passent assez mal entre le président et le Premier ministre, et pourtant écoutez François Fillon. Avec le président de la République, vous devez avoir conscience que nous sommes en train de bâtir une fiscalité verte à l'échelle de la nation.
C'est une première. Et j'aurais tort de vous cacher que l'entreprise est complexe. Les conseils sont les bienvenus, mais je veux le dire, pas la démagogie. Et ceux qui confondent le prix de la tonne de carbone avec un baromètre des relations entre le président de la République et le Premier ministre vont en être pour leurs frais. Je demande que l'on juge non pas sur des rumeurs et sur des spéculations, mais au vu des arbitrages complets que le président de la République présentera dans les prochains jours. Alors, mes amis, l'agitation médiatique de ces dernières heures paraîtra tellement dérisoire. Alors quand on voit ça, bon, on a juxtaposé quelques extraits, hein, des mois se sont passés entre, mais quand même, ça fait sourire, parce que vous disiez, finalement, il sous-entend et puis il laisse le soin à d'autres de commenter. Mais alors ce qui est amusant, c'est que donc les journalistes commentent, les journalistes en plus à qui il parle, là on le voit dans les couloirs d'Europe 1, peuvent être amenés à décrypter, et puis après ils s'insurgent en permanence contre les commentateurs, le microcosme qui s'agite, et on a l'impression là qu'il y a un petit jeu assez... compliqué, on va dire, non? Je ne sais pas comment vous le qualifieriez, alors sur le plan de la rhétorique de Bertrand. Moi, je suis frappé par la formule, si vous voulez, la formule. Ceux qui confondent le prix de la tonne de carbone avec le baromètre des relations entre le Premier ministre et là, vont en être pour leurs frais. Cette formule-là, elle me fascine complètement parce que c'est tellement choisi comme langage. Comment cette confusion, mais que si on met en rapport le prix de la tonne de carbone et le baromètre des relations. On dit qu'il travaille beaucoup ses discours. Donc, on sent que chaque formule est pesée. Ce qui montre bien que oui, en effet, chaque mot est pesé, que chaque élément qui est produit dans le discours est en effet un instrument de mesure adressé à tous les interlocuteurs et à tous les auditoires en même temps. Donc, pour répondre à votre question, je crois qu'en effet, le point, c'est celui de cette rhétorique de l'hypercalcul. Et avec cet élément-là, dans ce cas-là, je trouve toujours présent, c'est celui de l'assomption. C'est-à-dire, lorsqu'il y a problème ou autre, c'est toujours ce retour vers j'assume. Voilà, je suis fidèle avec ce mot fidélité, amitié, devoir, et en même temps, il envoie plein de signaux pour faire dire, quitte à démentir après. Il y a toujours l'implicite et l'explicite, et puis une fois que le message est devenu explicite dans le champ public grâce aux journalistes, il peut refaire un petit contre-pied ou contrepoint qui ramène dans quelque chose de plus implicite. Mais ce que le rapprochement de vos extraits, je trouve, montre de manière merveilleuse, c'est qu'au départ, on était quand même dans plutôt Nicolas et François, c'est presque la même chose. C'est l'affirmation de amitié, fidélité. Amitié, fidélité, la politique est la même, vous ne mettrez pas une feuille de cigarette entre ces deux personnalités. Mais là, je crois qu'il fait de moins en moins appel à un décodage externe et qu'il est de plus en plus, progressivement, dans quelque chose qui est assertif, où il dit les choses de manière beaucoup plus forte, beaucoup plus explicite. Ça, en fait, oui, vous voyez ça aussi dans l'évolution. Oui, non, mais justement, si on regarde un petit peu dans le contexte, à l'époque, c'est vraiment la politique du président. Et c'est le président qui a le plus fort indice de popularité à ce moment-là. Donc les choses commencent à se renverser. Et ce qui est frappant aujourd'hui, c'est qu'en fait, on peut dire que là, c'est plutôt un mauvais coup par rapport à une sorte de loyauté qu'on lui prête sans arrêt, c'est que quand même il choisit le moment, qui est un moment extrêmement difficile quand même pour la présidence, il joue aussi là-dessus. C'est-à-dire que s'il est aussi assertif, comme vous dites, si affirmatif, c'est qu'aussi il sait qu'il a conquis sa place, par rapport à cette majorité, hein, et notamment par rapport aux parlementaires et par rapport aux troupes vraiment de l'UMP, ça c'est une chose. Et puis d'autre part, le président est plutôt affaibli par rapport à toute une partie de l'opinion. Donc tout d'un coup, quelque chose s'ouvre. Alors on a vu que François Fillon parlait beaucoup par sous-entendu, et ça se simplifie pas quand on essaye de le faire parler de lui. Par exemple, sur le plateau d'Arlette Chabot assez récemment, la journaliste justement tente de l'amener sur un terrain plus personnel. Vous allez voir comment il réagit. Tout le monde vous trouve extrêmement détendu, serein, beaucoup plus qu'avant. Ils disent pas, c'est bientôt fini, c'est le soulagement qui arrive. Au contraire, vous vous dites, j'ai tenu plus de 3 ans et c'est formidable. C'est vrai que vous avez l'air beaucoup plus détendu. Simplement parce que je fais ce que je crois juste, parce que j'ai le sentiment que la politique que nous conduisons est en train de porter ses fruits. On voit que l'économie est en train de redémarrer. On voit que le chômage a commencé pour la première fois, même si c'est encore timide, à baisser. Le président de la République et la majorité me donnent l'occasion de mettre en œuvre une politique qui est en cohérence avec mes convictions. Donc c'est normal que ça me rende détendu, Madame Chabot.
Voilà, avec un petit brin d'ironie et quand même une grande osmose, puisqu'il dit, hein, voilà, ce qui me rend détendu, c'est finalement d'appliquer la politique que je veux appliquer. Je crois qu'il y a une petite différence, hein, façon dont il le dit. Il dit ce qui me rend détendu, c'est d'être en accord avec moi-même. Ouais. C'est que les actes et la politique que je mène correspondent à mes valeurs et à ce que je veux faire. Et on voit bien qu'il est... est-ce qu'il ne l'était pas avant, enfin... En tous les cas, là, il a l'air serein et les Français le perçoivent comme quelqu'un de sincère parce qu'il donne le sentiment d'être bien, parce qu'il est en accord avec lui-même. Dès qu'il y a une fêlure, dès qu'il se retrouve dans un jeu contraint où on sent que quelque part il n'est pas tout à fait en accord avec ce qu'il aurait voulu faire ou dire ou la façon de le dire, comme on l'a vu dans l'extrait sur France Inter par exemple. On sent le malaise qui pointe et un jeu beaucoup plus contrôlé avec beaucoup plus d'allusions. Il y a peu d'allusions dans cet extrait. Oui. Il est beaucoup plus... Il y a peu d'allusions, il y a quand même quelque chose d'assez amusant, c'est qu'au début, quand elle lui pose la question, elle dit ça y est, c'est bientôt fini, et il reformule la question en disant ah, c'est ça qui me rendrait plus détendu. Est-ce que vous pensez qu'en le reformulant, il va dans son sens ou que c'est juste parce qu'en fait, il n'a pas vraiment compris la question? Enfin, c'est assez bizarre cette manière de reformuler la question. Ah non, il l'a parfaitement compris, mais le message est dans la reformulation. Le message est dans la reformulation. Ça veut dire qu'il se l'approprie à ce moment-là. D'accord. Il réfute très subtilement le sous-entendu d'Arlette Chabot, puisque finalement, il nous dit que s'il est serein, c'est pour d'autres raisons que la fin, donc qu'une fin programmée. Donc il est en train de nous dire, il n'y a pas de fin programmée, je suis sur le coup d'après. D'accord. Ah oui, d'accord. C'est pas la fin. D'accord. Quand il lui répond, est-ce que vous croyez vraiment que pour être serein, il faudrait que ça signifie que ce soit la fin, qu'il nous explique qu'il est serein pour d'autres raisons, il nous explique aussi que du coup ce n'est pas du tout la fin. Et c'est bien ce que tout le monde ressent, c'est qu'il est en train de s'émanciper, de passer à autre chose qui est l'après-Matignon, et que l'après-Matignon n'est pas une retraite. C'est ça, je crois aussi, qu'il nous dit assez subtilement dans ce jeu d'ironie avec la façon qu'il a de répondre à Arlette Chabot et la suite. Et du je suis en accord avec moi-même. Marc Abélès, vous entendez ça comme ça, vous aussi, sur ce qu'il peut nous dire? Moi, je veux bien que tout ça soit pesé aux petits oignons et tout, mais à mon avis, en parlant de cette manière-là, il prend aussi une option un peu étrange sur l'avenir. C'est-à-dire qu'en fait, il ne se démarque absolument pas de toute la politique sociale et au contraire, moi je ne vois pas du tout le personnage de Fillon d'une manière qui serait de dire au fond il va tracer un sillon et justement le problème que va avoir Fillon c'est qu'il n'a pas une politique différente, il n'a pas un positionnement différent, il a peut-être une personnalité. Il essaye. On est tout à fait d'accord. Effectivement, jusqu'à maintenant, il se présente comme co-auteur d'une politique, pas comme un exécutant. Il nous dit que cette politique, il l'a réaffirmée des tas de fois. Quand même, il dit me donne l'occasion. Le président et les parlementaires me donnent l'occasion. Mais il s'approprie totalement, a fortiori d'ailleurs sur la question des retraites, quand on connaît ce qu'il a fait, il s'approprie totalement cette politique. Et encore une fois, les Français l'ont bien perçu, et c'est la difficulté de François Fillon, vous avez tout à fait raison, comme étant dans la même politique que Nicolas Sarkozy. La seule petite chose, c'est qu'avant, il se démarquait sur le tempérament et sur l'homme et la personnalité, et uniquement là-dessus, et que je trouve depuis le mois d'août, et très récemment, on sent des petites tentatives de sortir du carcan que vous indiquez, qui est l'enfermement dans une même politique. Oui, notamment sur la question de l'immigration, peut-être, comme on l'a vu au début de l'émission. Mais il ne fait qu'entrouvrir des pistes. Alors, donc merci Brice Teinturier. Donc, on va passer maintenant à la dimension plus personnelle. On a vu que François Fillon parlait peu de lui, qu'il n'était pas forcément très à l'aise sur ce terrain personnel, mais quand même, il lui arrive de temps en temps de tenter de nous glisser des choses sur lui. Par exemple, lorsqu'il nous parle, ça lui arrive assez souvent de sa passion pour l'automobile. Au volant de cette 3008, la première voiture hybride diesel, François Fillon. Sur les chapeaux de roue, le Premier ministre a essayé les derniers modèles de PSA. C'est très très agréable. Franchement, c'est une très belle prouesse technologique. Voilà, on a envie de dire quelle éloquence. Et même chose quelques mois plus tôt lorsqu'il recevait le coureur Sébastien Loeb. On regarde. Alors, c'est tour du jardin, c'était comment? Le jardin est petit. Trop petit, vous avez quand même eu quelques petites sensations, pas du tout? Non, on est resté très raisonnable. Alors, il a l'air un peu gêné, il baisse la tête, hein, justement au moment où il nous parle de lui. C'est incroyable, non, Serge Lefebvre? C'est extraordinaire, mais vous voyez, c'est comme ça qu'on voit que les règles qui se mettent en place dans un couple, elles appartiennent ni à l'un ni à l'autre, mais elles sont la coalescence des deux personnalités, c'est une auto-organisation. Il y en a un qui est dans l'exhibition de sa toute jouissance tout le temps, qui nous montre sa vie privée, qui nous montre son bonheur, ses énervements, ses colères, etc. Et lui, il est exactement dans le pôle inverse. C'est très bien,
c'est petit, c'était formidable. C'est-à-dire que je pense qu'il aurait peut-être été plus expressif, vraisemblablement dans une autre situation, mais il a compris, dans cette situation-là, que le côté totalitaire de la jouissance qu'on nous a asséné pendant des années et qui a assommé les Français, eh bien, c'est un autre style qui va être le sien et qu'il va pouvoir, disons, soutenir ses ambitions. D'accord, donc vous pensez que quelque part c'est aussi parce qu'il pense à Nicolas Sarkozy qu'il est beaucoup moins dans l'enthousiasme que ce qu'il l'aurait été, alors que là en plus il reçoit quelqu'un à Matignon, absolument. Il monte une opération avec des journalistes, enfin voilà, on l'a pas... Mais même si c'est pas calculé, il se dit pas dans sa tête, je vais montrer une toute petite jouissance parce que l'autre en montre trop. Simplement, ça s'organise comme ça, c'est ça qui est passionnant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se distribue naturellement entre les deux. Alors Elisabeth Chablé de Paris Match nous a rejoint. Qu'en pensez-vous? Parce que alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de, même dans Paris Match d'ailleurs, de reportages de François Fillon justement en train de se montrer avec sa famille. Malheureusement, c'est récent sa manière justement de refuser de se prêter à ce jeu, si l'on peut dire, ou alors ça a toujours été le cas. Vous savez, c'est le seul Premier ministre, je crois, en 25 ans qui ait jamais fait la couve de Paris Match. Tous les premiers ministres ont fait la couve de Paris Match et donc c'est significatif. C'est une vraie posture de sa part. Vous avez essayé, j'imagine, de lui proposer des choses, de le convaincre. On a essayé des dizaines de fois et si vous voulez, je pense qu'on parle beaucoup du couple Sarkozy-Fillon, mais il y a le couple Pénélope. Fillon. Et Pénélope, elle ne veut pas, elle refuse. Pénélope, c'est une Galloise, très discrète, qui aime, elle se dit elle-même paysanne, elle n'aime pas les mondanités, elle déteste ça. Ce qu'elle aime, c'est être en pantalon, faire du cheval à sablé, à la campagne, etc. Et dans le couple, elle refuse, elle a son mot à dire. Justement, et alors là, on voit quelques photos. Alors là, elle n'est pas du tout en tenue de cheval, mais elle est lors d'un dîner de gala. Elle a dû voilà, une des rares photos. Se faire violence. Hein, lors d'un dîner de gala à l'Élysée. Et puis alors, on la voit aussi, c'était un des rares déplacements un peu médiatisé du couple lors d'une visite au pape avec donc son mari, deux de ses enfants, et puis ils ont suivi la messe où elle était effectivement coiffée d'une mantille et elle s'est convertie au catholicisme, effectivement. Voilà. Donc ça, c'est un des rares moments où c'est intéressant d'ailleurs que ce soit justement ce moment qui était avec le pape qu'avec un photographe de Paris Match, parce que si vous voulez, non mais c'est quelqu'un qui n'est pas du tout. On a essayé beaucoup de fois, nous, on sait aussi être discret dans les photos, et elle ne veut pas. Je crois qu'elle a conclu un espèce de pacte avec son mari en disant t'es Premier ministre, parfait, etc. Moi, je veux pouvoir sortir dans la rue, emmener mon fils en classe, le dernier. Donc vous pensez qu'en fait c'est plus elle que lui, parce qu'il y avait le couple, on a vu le couple Nicolas Sarkozy, François Fillon, là il y a le couple... Attendez, on n'a fait qu'une seule photo avec la famille, c'était donc à Sablé, enfin dans leur propriété, etc. C'est en 2003 avec tous les 5 quand il est devenu ministre des Affaires sociales, si je me souviens bien. Absolument, on va voir la photo. Et après ça, on essuie des refus et il est entouré à Matignon que des gens qui sont dans cette espèce de stratégie du secret. Sa conseillère communication qui est très sympathique, lui conseille tout le temps de jamais se montrer. Igor Mitrofanov qui fait ses discours est quelqu'un de très discret. Ils sont tous son directeur de cabinet. C'est l'inverse de ce qu'on voit à l'Élysée. C'est des gens qui pratiquent le culte du secret. Voilà. Le culte du secret, vous dites, Marc Abélès, que là on est pour le coup dans quelque chose qui peut paraître un peu en décalage ou peut-être en réaction avec Nicolas Sarkozy. Vous pensez qu'il y a un culte du secret? Oui, et puis je pense que ça et du mystère. On a vu qu'il y avait le mystère, les non-dits et le secret. Ça fait beaucoup. Oui, mais ça représente. C'est quelqu'un aussi qui émane de la France profonde. C'est pas du tout le même profil que Sarkozy. C'est-à-dire que il me semble que Fillon il représente aussi un certain nombre de gens qui viennent de la province. Il y a cette idée d'un certain quant à soi qui n'a pas à être rompu par des outrances. Et justement, là, il y a ce contraste d'une part, et puis d'autre part, la question, c'est un personnage lisse. C'est ça le problème que va d'ailleurs avoir, à mon avis, l'opposition par rapport à Fillon, c'est que c'est difficile d'accrocher quelque chose. Mais qui va avoir lui aussi peut-être comme problème. On ne pas l'astrologie, mais il est poisson. C'est complexe le poisson. Mais vous dites qu'il va peut-être avoir lui aussi comme problème, parce que pour l'instant on le dit populaire, mais c'est aussi par contraste avec Nicolas Sarkozy. Pour l'instant, il n'est que par contraste. Alors comment se forger justement son image? Et d'ailleurs, il y a une autre image qui est intéressante, c'est cet été, on a beaucoup parlé de sa tentative de se mettre en scène lorsqu'il a été, entre guillemets, convoqué à une réunion à Brégançon en pleine vacances par Nicolas Sarkozy. On l'a vu avec cette veste, on a beaucoup dit col Mao, alors qui est en fait une veste forestière, très vieille France. Et donc c'est aussi peut-être une manière de ne pas venir en cravate. Alors ça a été beaucoup commenté, mais cette tentative de mise en scène, là même, on n'a pas su très bien
comment la décrypter, comment l'analyser. C'est presque une mise en scène qui fait un peu flop, non? Je suis pas sûre que ça soit la mise en scène de sa part. Je pense que c'était les vacances, il était à la campagne. Vous savez, il monte à cheval, enfin sa femme monte à cheval, il est dans sa propriété. D'ailleurs, toujours très emmuré. Je parlais du secret. Hein. On ne le voit jamais. Nous, on a fait un reportage la semaine dernière. On a passé un week-end sans aller lui dire à Solesmes. Il est resté dans sa maison entre quatre murs et tout. Et les gens nous disaient, on le voit jamais. Il va jamais chercher son pain. Il va jamais à la messe. Vous pensez que c'est pas de la mise en scène? Je pense pas que ça soit de la mise en scène. Je pense qu'il avait cette veste qu'il a mis. Je ne vois pas essayant 4 ou 5 vestes pour venir à la télé. Non, pas du tout. Alors là, si c'est pas de la... En tout cas... C'est ce qui a été en revanche, il est coquet. Il a toujours été très coquet. Il était réputé pour avoir, vous savez, des chemises assorties à ses cravates. Il est très coquet, mais ça fait partie de la complexité du monsieur. C'est une certaine façon de s'habiller qui est quand même pas très... ça se remarque. Mode. Voilà, qui se remarque, oui, qui est très vieux. C'est ça, qui est très, effectivement, très old school. Moi, je pense au contraire que c'était quand même très pensé, en fait, cette espèce de contraste et ce côté décontraction. Ça allait dans le genre de décontraction qu'on voit ensuite quand il est assez souriant. L'extrait qu'on a vu avec Harley Chabot, on lui dit alors vous épanouissez, vous sentez mieux, etc. Et là, il a l'air effectivement de se sentir pas mal. C'est l'autre qui est maintenant avec sa cravate. D'autant plus, on ne voit jamais tomber la veste. On ne voit jamais tomber la veste. Je pense que ça a quand même créé quelque chose. On est peut-être dans les sommets effectivement de la mise en scène pour François Fillon. Un regard sur cette image qui a été beaucoup commentée avec le recul, Denis Bertrand. C'est comme les mots, c'est choisi. Je pense que c'est pas du tout un hasard. Le contraste est travaillé. Après la signification, le système allusif qui est derrière, les références culturelles, vestimentaires, province, Paris, etc., etc. Ça, je crois que c'est un peu second par rapport au contraste, au fait du contraste. Vous pensez qu'il veut plus jouer sur le contraste, c'est ça qui compte pour lui? Oui, c'est-à-dire que exactement comme le travail chez lui de la retenue, parce qu'on parle beaucoup du mystère, du secret, etc. Mais le mystère secret retenu, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Et moi, je parlerais plutôt de retenue chez lui. Qui lui donne l'air mystérieux, mais c'est pas forcément quelque chose de travaillé. Il n'y a pas forcément derrière quelque chose qui va exploser par révélation, comme derrière un mystère. Il n'y a pas forcément quelque chose à attendre en termes de révélation. Vous voulez dire, il n'y a pas, voilà, d'accord, ok. Discret ne veut pas dire qu'il y a quelque chose à gratter et de révélation. Alors on a beaucoup dit réservé, vous l'avez dit. Il y a quand même eu un moment où François Fillon a laissé parler ses émotions. C'était il y a quelques mois, lors du décès de Philippe Séguin. Je vous propose de regarder un extrait. C'était le lendemain matin. Il improvise pratiquement une petite conférence de presse, une allocution pour parler de celui qui fut là pour le coup son mentor. À l'aube, j'ai appris avec une profonde tristesse le décès de Philippe Séguin. Cette disparition brutale est une déchirure avec des années de complicité politique, mais surtout personnelle. Hier matin, il était ici même et je voyais encore dans ses yeux cette ironie tendre qu'il me réservait en me voyant assumer mes fonctions de Premier ministre, lui qui me regardait toujours comme le jeune parlementaire qu'il avait choisi de prendre sous son aile. Par-delà les partis et par-delà les clivages politiques et idéologiques, l'aura et la culture de Philippe Séguin s'imposaient à tous. La République était le fil de la vie de Philippe Séguin. Ce matin, ce fil s'est rompu et je pense avec émotion à sa famille. Pour le coup, on l'a vu tout à l'heure, effectivement un peu mal à l'aise quand il fallait parler de lui. Là, il n'est plus du tout dans la réserve. Là, on sent que vraiment, on a l'impression que... Enfin, il est dans la réserve, mais il est juste. Il est vrai, ça sonne juste. Et son émotion, c'est une vraie émotion qui lui vient des tripes. Contrairement, alors je les mets toujours en comparaison, mais on ne peut pas faire autrement de quelqu'un qui nous a étalé ses émotions et ses tripes comme ça pendant des années, à tel point que on ne pouvait même plus savoir qu'est-ce qui sonnait juste et qu'est-ce qui sonnait faux, tellement il y en a eu. Là, tout à coup, on entend, parler par allusion, on entend quelque chose qui vient réellement de l'intérieur et ça fait du bien. Oui, moi je pense, si je peux dire que quand il dit de Nicolas Sarkozy, ce n'est pas mon mentor, il pense peut-être à Philippe Séguin, parce que je pense que lui, il pouvait le qualifier de son mentor. Quand il fait le portrait de Philippe Séguin comme quelqu'un d'extrêmement cultivé, et quand il fait ce portrait de Philippe Séguin, on se dit... Tiens, mais alors du coup, que pense-t-il de Nicolas Sarkozy, dont finalement il parle très peu, parce qu'il a beaucoup parlé de sa relation avec Nicolas Sarkozy, mais très peu de Nicolas Sarkozy.
Oui, je pense qu'il était par rapport à Philippe Séguin, justement, pour le coup, il était son collaborateur. C'est-à-dire que il y a vraiment une différence aussi de personnalité. Je pense que Philippe Séguin l'écrasait un peu et je pense qu'il a gagné son autonomie. Il s'est émancipé finalement par rapport à Philippe Séguin. C'est-à-dire qu'il peut récupérer certaines choses du gaullisme. D'accord, l'histoire est finie. Mais l'histoire est quand même finie. Il faut quand même voir aussi comment ça s'est passé. C'est-à-dire qu'il est allé vers Sarkozy, il est allé vers quand même des politiques qui n'étaient pas du tout celles qui étaient a priori prônées par Philippe Séguin. Ça faut quand même pas l'oublier dans cette belle histoire. C'est quelqu'un qui a réussi son émancipation sur le plan qui humain, parle. ça n'empêche pas qu'il ait eu cet attachement. Mais ça peut être intéressant pour la suite de voir justement comment il fait pour s'émanciper et pour chaque fois aller un peu plus loin, alors que c'est vrai que pendant des années, il a été un peu dans l'ombre de Philippe Séguin, qui était une très forte personnalité. Il va plus pouvoir jouer le couplage maintenant. Il va falloir qu'il nous montre quelque chose de lui-même et effectivement quelque chose qui n'est pas juste issu d'une relation fortement complémentaire. Et ce que vous disiez par rapport à... Parce que, alors, c'est vrai qu'on a peut-être plus envie d'un président qui subordonne la vie publique à sa vie privée, tel qu'il nous l'a montré, mais on a quand même aujourd'hui envie d'être un minimum en accord avec un personnage réel et avec une sensibilité, avec des émotions, avec une intériorité. Oui. Et là, il va bien falloir qu'il montre un petit peu quelque chose de ça, maintenant qu'il n'est plus couvert par le président. Par le président. Vous savez, quand ils se sont vus l'autre jour à Brégançon, ils se sont vus quand même 1 heure. Hein, donc ils se sont dit des choses. Et ce qui a filtré, c'est que Nicolas Sarkozy, on veut toujours les opposer, mais enfin ils ont travaillé longtemps ensemble, lui a dit « j'aurais besoin de toi », et donc l'autre lui a dit « je serai là ». Je pense qu'il y a un deuxième facteur, c'est que je crois que c'est Georges Pompidou qui disait « quand on est une marche en politique, on veut toujours celle qui est au-dessus ». Et je pense que François Fillon, comme 2 ou 3 personnes aujourd'hui au sein du gouvernement ou ailleurs, pense un jour pouvoir aller, lui, Premier ministre, c'est l'étape d'après, c'est président de la République, il voit 2017. Bon, alors avant, il y a la mairie de Paris, tout ce qu'on veut, etc. Mais forcément, quelque part, on parle beaucoup de l'enfer de Matignon. Matignon, c'est pas si un enfer que ça, c'est quand on le quitte que c'est l'enfer, qu'on se retrouve seul. L'enfer, c'est quand on le quitte, vous dites, c'est pas tellement l'impression qu'il donne, en tout cas, pour l'instant, Serge Eiffel. Il a plutôt l'impression, il donne plutôt l'impression de sortir de l'enfer. Oui. Enfin libre, oui, j'ai coupé le fil, oui. Tout à fait. Mais c'est vrai que ce qui ressort là pour lui, c'est que dans peut-être ce destin de présidentiable, c'est qu'il a tout à fait intérêt à moins se défendre par rapport à sa sensibilité et par rapport à ses émotions qui peuvent enrichir son discours. On a effectivement l'impression là qu'il se construit une cuirasse, un bouclier, ce qui est sans doute tout à fait congruent, encore une fois, par rapport au couple qu'il a formé et sa place de Premier ministre. Mais maintenant, s'il est seul et qu'il veut ce destin, il faut qu'il puisse trouver une synergie entre une sensibilité vraisemblablement très riche qu'il a et son discours et son action. Bon, on verra comment il s'en sort dans les mois qui viennent. Merci à tous les 5 pour vos décryptages des dits et des non-dits de François Fillon. Merci à Marie Lebon et à Agathe Pécastin qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Laurent Ferré et à Delphine Roussel qui se sont couchés tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillons-les. Et puis, une fois n'est pas coutume, on se quitte avec une archive. Nous sommes en 1971 et le président Pompidou parle de son Premier ministre Jacques Chaban-Delmas. Alors là, pour le coup, on connaît la fin de l'histoire. Ils vont se séparer quelques mois plus tard, en 1972. Écoutez comment il parle de son Premier ministre. Un extrait à méditer. Puisque vous avez parlé du Premier ministre, je voudrais saisir cette occasion de dire, peut-être l'auriez-vous deviné, que si j'ai désigné M. Jacques Chaban-Delmas, c'est parce que j'avais pour lui estime, confiance et amitié. Les bases de notre contrat ont résisté à l'usage et même à la lecture de la presse.